Si vous n'avez rien de bien à dire sur quelqu'un, alors ne dites rien. On attribue cette citation à la mère du pire ennemi en politique de Silvio Berlusconi, à savoir Giulio Andreotti. Giulio Andreotti, alors il avait plein de surnoms, le pape noir Belzébuth, la première lettre de l'alphabet, le divin Jules, il divo Jules César, plus grand politicien de l'histoire italienne, romaine mais italienne. Et Andreotti d'ailleurs, très beau biopic de lui par Paolo Sorrentino, qui ne parle pas de la CIA, on va y revenir, c'est assez prévisible et normal, mais qui vous illustre bien le personnage. Et puis tout de suite aussi, avant de commencer, vous avez cet acteur absolument stupéfiant, extraordinaire, Tony Servillo, un des plus grands acteurs au monde et le plus grand acteur italien, qui a joué les deux personnages opposés, à savoir Giulio Andreotti et Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi dans Loro, donc Silvio et les autres en français, que je vous recommande aussi de voir. Dans les deux cas, ça ne parlera pas de la CIA. Au passage, comme il y a Medusa qui a coproduit Loro, ça va pas être trop critique de Silvio Berlusconi, ça va le présenter sous un jour plutôt pathético-sympathique, mais ça reste un film extrêmement intéressant à regarder. Donc, cette opposition entre la paire Silvio Berlusconi et Giulio Andreotti, elle est très intéressante pour introduire le personnage maintenant qu'on doit en faire le bilan. Silvio Berlusconi est décédé récemment, et avec lui, c'est tout un pan de l'histoire italienne sur lequel on peut revenir en fait. D'abord parce que vous avez une certaine nostalgie, un peu comme vous avez eu une nostalgie avec Jacques Chirac. Il y avait même un site qui s'appelait Fuck Yeah Jacques Chirac, parce que Jacques Chirac, c'était les années 90, c'était le manger des pommes, c'était super menteur, mais on le trouvait sympathique. Les Guignols lui avaient fait un profil un peu en mode France, avec son nez, c'était la Bretagne. Et il y avait, d'ailleurs, on pense que les Guignols avaient contribué carrément à son élection, alors que les Guignols étaient une émission de gauche. Et les Guignols n'ont pas raté Silvio Berlusconi, à raison d'ailleurs, pour être un petit peu comique sur les controverses du personnage qui sont évidemment méritées. On pourrait citer l'excellentissime sketch de Bruno Gassio, Antipasti et fascisme. Et vous voyez Silvio Berlusconi qui est en train de faire une émission culinaire, qui vous fait la recette de la liberté d'expression. Il est en train de préparer des pâtes et tout et tout. Il fait bouillir de l'huile d'olive et il y a un journaliste qui arrive qui lui pose la question: Monsieur Berlusconi, comment peut-on parler de liberté de la presse quand on contrôle un tiers des médias en Italie? Et là, il lui dit: vous mettez un gros coup de louche sur la tronche du journaliste et vous versez l'huile bouillante dans sa tête de journaliste qui pose trop de questions. Eh ben, antipasti et fascisme, c'était parce que oui, Berlusconi a dû faire des alliances de circonstances, parce que l'Italie, c'est l'équivalent de la 4ème République. Vous devez faire des alliances parlementaires, comme c'est le cas en Autriche, au Danemark ou même en Israël, où vous avez eu le grand écart facial entre un parti politique musulman et arabe en Israël qui a fait alliance avec un parti d'extrême droite. Ce genre de truc peut tout à fait arriver pour des raisons de realpolitik évidentes. Mais Berlusconi, comme vous le savez, je ne suis pas de sa ligne politique, il était extrêmement atlantiste. D'ailleurs, sa holding Fininvest avait une division complexe militaro-industriel italien, Finmeccanica. Et Finmeccanica, il y avait un siège, une unité juste à côté de la Maison Blanche. Donc c'était quelqu'un de très atlantiste. Mais justement, l'histoire de l'Italie, qui est révélée par ces personnages importants. Alors on pourrait prendre Bettino Craxi, Giulio Andreotti et Berlusconi. Pourquoi ? Parce que les trois sont tombés à cause de la CIA. Bettino Craxi, il y avait eu le grand incident dans cet aéroport où l'armée italienne et les forces spéciales américaines s'étaient regardées les yeux dans les yeux et ça avait failli partir en fusillade entre deux alliés de l'OTAN. Et très peu de temps après, tous les dossiers ressortaient sur Bettino Craxi. Il a été condamné par contumace et il est mort en exil en Tunisie. Giulio Andreotti, il a révélé les réseaux Gladio de la CIA, donc des réseaux de stay behind, des résistants entre guillemets, qui étaient tous néofascistes et dont le but était de subvertir un gouvernement communiste s'il arrivait au pouvoir par les urnes, parce que c'est quelque chose qui a tout à fait failli arriver en Italie. Bologne-la-Rouge, on l'appelait pas comme ça pour la couleur des briques. Le parti communiste faisait 25 à 30% en Italie, et dans une démocratie parlementaire, 25 à 30%, vous pouvez prendre le pouvoir. Rappelez-vous aussi, culturellement, Don Camillo, Pepone, tous ces trucs-là. Donc, la CIA s'est beaucoup appuyée sur le crime organisé et sur les néofascistes, parce que d'abord, quand les Américains ont débarqué en Sicile, ils avaient, avec l'opération Underworld, utilisé du renseignement de Lucky Luciano, d'une part, mais ensuite, ils vous ont mis donc des gens comme Calogero Vizzini en charge, soit en parallèle, soit directement, des actions de l'AMGOT, American Governance of Occupied Territories. Le même programme qui devait prendre le contrôle de la France n'eût été De Gaulle et Charles Pasqua, qui en réalité ont organisé leur état parallèle
parallèle eux-mêmes, Charles Pasqua avec le service d'action civique. J'adore, hein, service d'action civique, vous vous dites ça veut dire quoi? Ils font traverser des vieilles dames, comment ça se passe? Non, en fait, ils collaient des affiches à la baramine concrètement. Et bien avec le service d'action civique, Charles Pasqua a empêché les Américains de trop s'ingérer dans les affaires françaises. Et c'est tout de même pour ça que Charles Pasqua était aussi intouchable du temps des grandes années du gaullisme, même s'il a eu plein d'affaires, mais ça c'est resté un pilier important de la souveraineté française malgré tout. Eh bien, dans le cas italien, quand Giulio Andreotti il a balancé les réseaux Gladio, les réseaux Stay Behind, alors qu'il était inoxydable, le divin Jules, tout ce que vous voulez, et qu'il était impossible de le faire chuter, 91, fin de la guerre froide, il se dit ça y est, la Russie est tombée, je peux balancer ces dossiers qui sont d'ailleurs dans l'excellent livre de Daniel Ganser, qui est un juge suisse et qui en parle. Et bien là, la CIA a ressorti tous les dossiers sur lui, d'ailleurs c'est pas moi qui le dis, c'est Andreotti lui-même qui a dit basse vengeance de la CIA. Et bien Berlusconi, c'est la même dynamique en fait, et c'est ça qui est fascinant dans la politique italienne. Vous avez quelqu'un qui est intouchable tant qu'il est atlantiste, en particulier quand il est pour la guerre en Irak. Il faut se rappeler que Berlusconi c'était vraiment un alignement comme Sarkozy plus tard. Il était pour la guerre en Irak. D'ailleurs, moi, je pouvais demander la nationalité italienne et je ne l'ai pas fait parce que après 2003, si je l'avais demandé, eh bien, j'aurais pu être éligible pour partir en Irak. Non! Et ça, c'était absolument no way. Mais Berlusconi était complètement pour la guerre en Irak, il a même fait beaucoup d'argent dessus. Donc tant qu'il était atlantiste, il était intouchable, il pouvait avoir toutes ses affaires de mœurs, etc. Ça ne posait pas de problème particulier. Et il avait donc la même ligne que Nicolas Sarkozy avec son ambassadeur en Irak, Boris Boyon, qui à l'époque passait sur les plateaux de télé en vous disant « Ah bah oui, c'est pas grâce à Chirac et Villepin qu'aujourd'hui l'ordre est rétabli en Irak ». Bon, on voit très bien ce que c'est devenu entre-temps. On le sait, tous les abrutis de vendeurs de guerre des années 2003-2004 qui vous disaient que l'Irak avait des armes de destruction massive et que c'était complotiste d'envisager le contraire, eh ben tous ces traîtres évidemment ont menti au peuple, l'ont désinformé massivement. L'Irak est une catastrophe avec des millions de morts. Mais Berlusconi était aligné là-dessus. Donc ça fait partie de son héritage sombre. Par contre, il s'est complètement retourné. Et il s'est retourné avec la Libye. Quand il a commencé à choper des contrats pétroliers avec Kadhafi, pour lesquels, pardonnez-moi, il a littéralement baissé son froc. C'est-à-dire que Kadhafi est arrivé avec sur la poitrine l'image d'un résistant libyen à l'occupation italienne pour bien lui dire, pardonnez-moi en langage technico-diplomatique, fuck you very much. Et en faisant ça, Berlusconi, poker face, tranquille, il l'attend à l'aéroport, il signe des contrats pétroliers. Donc imaginez juste si Bouteflika était arrivé à Paris avec la figure d'un grand résistant du FLN à l'aéroport. Imaginez ce genre de power move. Même l'Algérie n'aurait pas osé un truc pareil en France. La Libye a osé. Et évidemment, peu de temps après, Barack Obama décide de déglinguer la Libye. Là aussi, c'est une abomination. Comme pour l'Irak, on a ruiné le pays, on l'a ravagé. C'était un pays très développé avec des crédits à taux zéro, avec les plus grandes rivières souterraines du monde, avec de l'essence quasiment gratuite, etc. Et on l'a ramené à l'âge de pierre, littéralement, avec des marchés aux esclaves aujourd'hui, toujours avec les mêmes vendeurs de guerre que l'Irak, les mêmes journaux, les mêmes plateaux télé, les mêmes abrutis, les mêmes traîtres. Eh bien, Berlusconi s'y était opposé. Et oui, parce qu'il avait signé des contrats pétroliers majeurs. Et il s'y était opposé, donc, en signant son arrêt de mort, bien entendu, au téléphone avec Barack Obama, en lui disant « Puisque c'est comme ça, je vais demander l'avis de mon ami Vladimir Poutine. » Et alors là, évidemment, vous savez bien, toutes les affaires sont ressorties. Bunga Bunga, d'ailleurs, on a poussé le vice jusqu'à rappeler, dire Bunga Bunga, c'est Kadhafi qui lui a appris. Ruby, tout le bazar. Bon, c'était vrai pour Ruby, mais bon, vous avez bien pire. À l'époque, il y avait l'affaire Epstein. Je rappelle qu'aucun client n'a été inculpé. Fin de la parenthèse. Eh bien, Berlusconi, c'est un peu comme quand on réhabilite des DSK dans ma précédente vidéo. C'est quand il s'est opposé aux États-Unis qu'il est tombé et que du jour au lendemain, tout est ressorti. En sachant qu'en Italie, les juges peuvent se saisir eux-mêmes. D'un point de vue moral et philosophique, c'est une bonne chose, parce que c'est bien qu'il y ait la séparation des pouvoirs, mais ça vous permet d'avoir de l'ingérence. Et ça a été le cas, puisque la CIA a permis de rouvrir des dossiers et de dire aux juges, allez-y, flinguez-moi Berlusconi, ce qui fut fait propre et net. Et il n'est jamais vraiment revenu efficacement en politique. Il est redevenu président du Conseil vite fait, mais son héritage a été détruit. Alors, héritage au passage, bon, je vous ai dit, on va pas épargner les controverses, mais j'en ai déjà parlé pour la guerre en Irak, pour son attitude ultra-atlantiste, le côté controversé du personnage. On
peut tout de même, parce qu'il est mort, rappeler quelques trucs positifs même en politique intérieure. D'abord, il a fait le grand axe Salerne-Reggio di Calabre. Ça, c'est vraiment bien. Vous me direz, un chef d'État, c'est quand même la base qui fasse des infrastructures. Je suis bien d'accord. Mais quand on voit Hollande, Macron aujourd'hui, où il n'y a même plus d'investissement dans les infrastructures, alors qu'on continue à dépenser des milliers de milliards d'euros, je me dis, oui, je comprends cette espèce de nostalgie des années 90, début 2000, que certains Italiens peuvent avoir pour Berlusconi. D'ailleurs, j'avais un ami universitaire à Palerme, Dieu ait son âme, il est décédé maintenant, qui votait Berlusconi. Universitaire, d'habitude, c'est plutôt à gauche en Italie. Mais je comprends cette nostalgie parce que c'était pas les 30 Glorieuses, mais c'était mieux économiquement qu'aujourd'hui. Alors, c'était pas que grâce au gouvernement italien, c'était la conjoncture mondiale. Mais tout de même, vous avez cette nostalgie qui s'installe. Il y a ce côté homme d'État italien important qui a fait des programmes d'infrastructure, alors qu'aujourd'hui, nos hommes d'État ne le font pas. Et ça, c'est absolument tragique, quoi. Autre chose, il avait fait des politiques pour la famille. Ouais, mine de rien, quelques incitations, des progrès sur les congés maternité. Il faut le souligner tout de même. Mais voilà un peu le bilan qu'on doit prendre sur ce personnage qui traverse l'histoire italienne, qui nous donne plein de parallèles. Il avait comme ennemis les Agnelli, la famille Fiat, qui eux n'ont jamais fait de politique en leur nom. Et ça nous rappelle Bernard Tapie, parce qu'au fond, Bernard Tapie voulait être comme Silvio Berlusconi, même si Bernard Tapie était à gauche, nominalement. Il était milliardaire, mais il était à gauche. C'était jouable à l'époque. Vous aviez les poissons volants, les patrons de gauche, comme l'ultra sulfureux Louis Schweitzer aujourd'hui, qui a d'ailleurs attaqué Raoult, mais c'est toujours assez marrant. Quand vous vous faites attaquer par quelqu'un d'aussi sulfureux et d'aussi casserolisé que Schweitzer, c'est toujours assez rigolo. Mais bon, sous la Mitterrandie, ça existait. Et Tapie, il a été fumé par la Mitterrandie à terme. Et ça nous rappelle en fait cette histoire entre les Agnelli, donc Fiat, et alors je sais plus quel club de foot ils ont. Je crois que c'est l'Inter. Non, c'est la Juventus. Je sais plus quel club il avait. Ça devait être l'Inter et le Milan pour Berlusconi et la famille Agnelli. Et c'était évidemment une grosse confrontation. Ils en parlent dans le film Loro au passage. Mais Berlusconi, c'est donc un Tapie qui a réussi. Et les Agnelli sont l'équivalent de Bernard Arnault, par exemple. Parce qu'en France, vous avez eu les deux Bernard. Celui qui a tout compris, c'était Bernard Arnault. Lui, il avait tout compris parce que c'est venu en fait quand il était en taxi à New York dans les années 60. Quand Georges Pompidou est passé président, il s'est rendu compte que son chauffeur de taxi ne savait absolument pas qui était Georges Pompidou, mais par contre, il savait qui était Dior. Il connaissait Christian Dior. Et c'est là que Bernard Arnault s'est rendu compte que les marques de luxe avaient un rayonnement mondial qui était supérieur au président. Et dans les années 60, c'était pas évident parce qu'on respectait l'État et la haute fonction publique bien davantage. Eh bien, Bernard Arnault a compris qu'il fallait surtout pas vendre le groupe LVMH pour devenir ministre de Mitterrand ou de qui d'autre. Bon, Bernard Arnault serait jamais devenu ministre de Mitterrand pour commencer, mais c'est tout de même grâce à Mitterrand qu'il a pu faire le groupe LVMH, puisque c'est Mitterrand qui a donné Dior à Bernard Arnault pour 1 euro symbolique, pour le redresser, puisque Dior était dans les inventaires de l'État. Eh bien, les deux Bernard Tapie a fait l'erreur fatale dans sa vie de vendre Adidas pour devenir ministre de la ville, qu'est-ce qu'on s'en fout? Alors il s'était dit évidemment, je deviendrai président derrière, c'était la fameuse combine à nanar, mais Bernard Arnault, lui, avait compris qu'il fallait surtout pas faire ça, et que c'était beaucoup plus intelligent de devenir un faiseur de roi en coulisses, pour jamais être exposé d'une part à la vindicte populaire, et d'autre part à l'état profond, qui a flingué Bernard Tapie avec la Mitterrandie. Eh ben, Berlusconi, c'est un Bernard Tapie qui a cartonné, réussi, il est resté comme ça sous le radar à cause de Giulio Andreotti qui l'a maintenu bas, mais ensuite quand Giulio Andreotti a été dégagé par la CIA, eh bien Bernard Tapie, c'est lapsus révélateur, Silvio Berlusconi a émergé et est devenu l'homme fort de l'Italie jusqu'à ce qu'il s'oppose aux intérêts américains. C'est même pas les intérêts, on voit bien que les vrais intérêts américains auraient été de ne pas défoncer la Libye. Mais jusqu'à ce qu'il s'oppose aux faucons pour les intérêts nationaux italiens qu'il continuait à avoir à cœur, mine de rien, même s'il avait fait partie, peut-être surtout parce qu'il avait fait partie de ces groupes ultra controversés néofascistes. Je pense notamment à la loge P2 pour Propaganda Due, qui était un pilier du Gladio. Elle faisait partie de l'affaire de la Banque Ambrosienne aussi, c'est tout le sujet du Parrain 3. Dans le Parrain 3, ça parle de ça, avec l'assassinat présumé du pape Jean-Paul Ier parce qu'il avait essayé d'écluser la comptabilité de la Banque Ambrosienne, qui était un paravent pour des affaires foireuses de Gladio et de la mafia. Au passage, il y a un autre film qui en parle très bien, c'est Mort d'un pourri avec Klaus Kinski et Alain Delon. En tout cas, Silvio Berlusconi, c'était cette histoire-là, ce recul qu'on doit prendre sur l'histoire italienne. Et je voulais donc, avec vous, faire ce petit bilan.